Chez nous, on parle de tout, mais le numérique, c'est parfois un vrai casse-tête. Entre les réseaux sociaux, les jeux en ligne, l'achat du premier téléphone, pas toujours évident de bien comprendre les risques, enjeux et opportunités que peut apporter le numérique, ni de savoir comment poser les bonnes règles communes à toute la famille. C'est justement pour ça que Bouygues Télécom a lancé le programme Reconnecter, une série de vidéos YouTube animée par une psychologue pour des familles comme les nôtres, pour parler cyberharcèlement, cybersécurité, gaming, vie privée numérique ou achat du premier smartphone, sans tabou et avec bienveillance. C'est ludique, super utile et ça permet d'ouvrir facilement le dialogue à la maison avec tous les enfants de la famille. Parce qu'on se sent parfois dépassé et qu'on a tous besoin de repères pour accompagner nos enfants dans le monde numérique. Alors si vous êtes parents, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Bouygues Télécom pour découvrir le programme Reconnecter et vous saisir de conseils concrets et adaptés pour que le sujet du numérique ne soit plus un sujet d'embrouille à la maison. Allez, maintenant, place à l'épisode. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want is a great feeling. Talk to a State Farm agent today to learn how you can choose to bundle and save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Member Week is here at Lowe's. Don't miss your chance to get up to 40% off hundreds of items like paint, outdoor and home essentials, and more. Shop our exclusive deals happening in-store and online now through May 14th. Not a rewards member? Join for free today and get ready to save more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. Bonjour, je suis Élise et vous êtes sur The Cool Step Family, le podcast qui donne enfin la parole aux familles recomposées. Aujourd'hui, en France, un enfant sur 10 vit en famille recomposée. Cela représente 1,5 million d'enfants et ce chiffre est en constante augmentation. Les familles recomposées sont donc une part entière et non négligeable de notre société. Pourtant, elles en sont globalement ignorées car bien trop peu ou mal représentées. Nous avons tous en tête les stéréotypes sur la famille recomposée, de Cendrillon, harcelé par sa terrible belle-mère et ses méchantes demi-sœurs, à Blanche-Neige, dont la belle-mère est une sorcière, si jalouse de sa belle-fille qu'elle souhaite la tuer. Les beaux-pères, eux, sont bien souvent absents. En réalité, et je m'en suis particulièrement rendu compte au moment de mon propre divorce, il n'existe pas, ou peu, de représentation positive de la belle parentalité. Sur The Cool Step Family, vous entendrez des belles-mères, des beaux-pères, mais aussi des beaux enfants. Ils vous raconteront leur quotidien de famille recomposée, sans filtre et pour de vrai. Ils vous confieront leur histoire, vous transmettront leur expérience, vous raconteront leurs anecdotes et vous diront tout sur les défis, mais aussi sur la richesse que peut offrir la vie en famille recomposée. Parce qu'heureusement, dans la vraie vie, il est évidemment possible de s'épanouir dans sa nouvelle tribu et de réussir le challenge de la famille recomposée. Et en vérité, ça peut même être super cool. Alors, bienvenue dans l'univers exceptionnel des familles recomposées, bienvenue sur The Cool Step Family. Sandria a grandi avec des parents encore mariés aujourd'hui, et dans un cadre et des valeurs qui ne parlaient pas tellement de divorce. Son objectif était de se marier, d'avoir des enfants, jeunes si possible, et de rester avec le père de ses enfants toute sa vie. En réalité, elle n'imaginait tout simplement pas autre chose. Sandria tombe amoureuse d'un militaire américain, elle lâche tout pour s'installer avec lui aux États-Unis. Ils se marient et ont une petite fille. Mais Sandria se sent très seule. Elle est profondément malheureuse, elle sait que quelque chose ne va pas dans sa vie sans complètement, au départ, mettre le doigt sur quoi. Mais quand elle commence une thérapie, elle comprend que son couple est le premier axe à modifier dans sa vie. Le divorce est compliqué, Sandria vit une cohabitation infernale. Mais aujourd'hui, après s'être dit que le mariage, pour elle, c'était fini, Sandria est remariée avec Charles, un homme empathique, bien présent pour elle, qui comble ses besoins, et qui est comme un père pour sa fille Piotr. Sandria est heureuse et elle a tiré pas mal de leçons de son histoire qu'elle nous partage dans cet épisode. Alors, comment fait-on pour changer de trajectoire quand on semble avoir tout pour être heureuse aux yeux des autres ? Comment gère-t-on un divorce compliqué, voire toxique ? Comment on se remet de ses blessures quand on a entendu des paroles abusives pendant des années ? Et comment on retrouve la confiance pour être à nouveau heureuse en couple ? Et puis, quand l'enfant désiré ne vient pas, comment on fait pour parvenir à se satisfaire de ce que l'on a ? Et on en tire quoi comme leçon de vie de tout ça ?
Sandria nous partage tout ça dans un épisode ultra touchant et sincère. J'espère infiniment qu'il vous plaira. Bonne écoute! Salut Sandria, merci beaucoup d'être à mon micro aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux me dire ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît? Hello Elise, merci beaucoup. Donc je suis créatrice de contenu depuis, je sais plus trop maintenant, 2009. Ouais, ça fait un moment. Ouais, ça fait un moment. Je suis mariée, c'est mon deuxième mariage. J'ai une fille de 9 ans de mon premier mariage. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je me suis mariée très très jeune la première fois. Donc il y a énormément de choses à débriefer là sur ce sujet. Ah bah tu vas nous raconter, ouais. Ouais, et puis deuxième mariage, du coup, 34 ans maintenant, donc un petit peu plus posé et plus connectée avec moi-même, donc meilleure décision. Ok, et ben génial, c'est ça que tu vas nous raconter, parce que c'est ça qui est cool de voir que justement, il peut y avoir un après une séparation. Donc est-ce que pour commencer, tu es d'accord de nous raconter un peu justement ta première histoire avec le papa de ta fille? Ouais, je pense que déjà, avant de commencer, il faut comprendre que j'ai grandi dans une famille où mon père travaillait, ma mère restait à la maison, on était 3 et elle a dévoué en fait sa vie à nous élever et à être présente pour nous émotionnellement et puis pour mon père aussi. Et mon père était quand même assez distant, travaillait beaucoup, donc j'ai grandi finalement sans la présence de mon père et avec une maman qui était quand même très occupée et très angoissée parce qu'elle était très jeune aussi quand elle nous a eu. Elle avait 25 ans, elle avait 3 enfants, elle habitait dans un département qui était même pas le sien. Donc c'était un petit peu compliqué. Je pense que j'ai grandi du coup avec une vision du couple et du mariage qui était complètement fausse. Et je suis partie avec cette idée que tout le monde en fait je pense pas que je vais le dire comme ça, mais je suis partie avec une mauvaise idée du couple. Et je suis partie avec l'idée qu'il fallait aussi que je me marie jeune. Et donc, quand j'ai commencé à fréquenter un copain ou un autre, j'avais toujours cette perspective dans ma tête de est-ce que l'on va se marier et je veux me marier, donc ça c'est le but ultime quoi. Donc je me suis mariée quand même assez jeune, j'avais 22 ans, j'allais avoir 22 ans si jamais je dis pas de bêtises, je perds la notion du temps maintenant. Et pour rajouter un petit peu à tout ça, c'est que je me suis mariée en fait après m'être expatriée de la France. Donc j'ai grandi en France dans une famille française, j'avais ma meilleure amie qui était américaine, donc j'ai rencontré mon ex-mari par le biais de ma meilleure amie et ce qui a fini que finalement je me suis expatriée pour me marier avec lui et donc 22 ans dans un nouveau pays avec quelqu'un que je connaissais finalement pas énormément parce qu'il était dans l'armée et donc on était très souvent l'un sans l'autre et donc vraiment tous les mauvais outils, tu vois, pour commencer ou pour avoir une fondation saine et forte. Et ça, c'est comme ça que j'ai commencé mon deuxième mariage. Les premières années, quand tu arrives aux États-Unis, on a passé 4 mois ensemble, juste le temps en fait de pouvoir, 4 mois, 4-5 mois, le temps de pouvoir s'installer, etc. Puis après, lui, il est parti en Afghanistan pendant 9 mois. Donc, je suis restée seule, 22 ans, aux États-Unis, mariée, mais sans un époux. Donc, la première partie de mon mariage, je l'ai vraiment vécue seule. Et je pense que ça a finalement créé ou vraiment alimenter la dynamique que j'allais passer le reste de ce mariage seule et à être indépendante en fait de mon mari et c'est pas ce que tu veux finalement, maintenant je m'en rends compte mais... Ouais. Mais toi, sur le moment, quand vous aviez discuté au départ, quand vous vous mettez en couple, il est déjà dans l'armée, ou en tout cas, il a cet objectif-là. Vous en discutez de ça, et toi, tu te dis que tu vas accepter cette vie-là et que ça sera OK pour toi au départ. Mais tu vois, ça, c'est le truc qui est quand même assez fou parce que moi, je me suis toujours dit, hors de question que je fréquente un militaire quand j'étais jeune parce que j'ai grandi avec des gamins de militaires qui bougeaient tous les 5 matins et franchement, ça m'attirait pas, tu vois, cette vie, je me dis, c'est pas hyper stable pour avoir une famille. Et il s'est avéré que quand je l'ai rencontré, il était dans l'armée, il était basé en Belgique. En fait, quand t'es amoureux, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus d'importance, quoi. Bien sûr. Tu mets vraiment les précautions, tu les balances comme ça au vent et donc c'est ce que j'ai fait, quoi. Ok, et du coup, tu le suis aux États-Unis, vous restez ensemble juste quelques mois, il part 9 mois, et après, il revient. Est-ce que vous aviez discuté avant de justement, même de la famille, si vous vouliez des enfants Parce que j'ai grandi, dans le foyer dans lequel j'ai grandi, tu vois, c'était toujours un sujet qui était sur la table. Donc, quand je fréquentais quelqu'un, c'était « moi, je veux me marier ».
et je veux autant d'enfants. Et donc, si jamais toi, tu veux pas ça, moi, je suis pas intéressée. Tu vois, ça, c'était mes valeurs, c'était mes priorités. Je m'étais pas intéressée à est-ce que il est, je sais pas, il est bon? Est-ce que il est empathique? Est-ce que il est gentil? Est-ce qu'il est doux avec les enfants? Ou est-ce qu'il est émotionnellement capable de soutenir, tu sais, quelqu'un en plus de lui-même? Est-ce que à aucun moment ça m'a préoccupée. Moi, je me suis dit, je veux quelqu'un que j'aime, avec qui je peux fonder une famille et qu'on va rester ensemble jusqu'à la fin des temps, quoi, et que je serai dévouée au bien de lui et de ma famille. Reproduire finalement les schémas que moi j'avais vus, quoi. Et ça a marché pour mes parents parce que mon père est quelqu'un de très bon et de très dévoué à sa famille aussi. Mais ça fonctionne pas dans tous les cas, en fait. Tout le monde n'est pas comme ça. Ouais, et pourtant, je crois qu'on est nombreuses à avoir en tête le schéma que tu décris au départ, tu vois, et à ne pas s'être posé, en effet, les bonnes questions, mais à être un peu sur ces rails-là, parce que c'est un peu ce qu'on nous a appris aussi. Enfin, tu parles de ton modèle familial, mais c'est vrai que c'est aussi quand même ce qu'on voit dans la société, dans les films, voilà, trouver un mari, l'épouser, puis faire des enfants. Et en fait, des fois, tu laisses un peu de côté l'essentiel en étant sur ce chemin de la vie-là, quoi. Carrément. Et ça peut amener, en effet, à une séparation derrière quand tu tombes, quand tu n'as pas la chance de tomber sur la bonne personne, quoi. Mais moi, j'étais tellement fixée sur des goals, des buts qui sont futiles, enfin qui sont futiles. Non, faux, c'est pas vrai. Avoir une famille, c'est merveilleux, être marié, c'est chouette quand ça se passe bien. Mais baser en fait ces choix et ces décisions, un aussi gros choix sur en fait des caractéristiques qui sont pas stables, c'est bête. Oui, parce qu'en fait, tu étais fixé que sur l'objectif, mais pas forcément sur le moyen de comment y arriver et comment la vie allait se passer avec cette personne-là, quoi. Mais... Exactement, et une fois que tu as tout, comment est-ce que ça se passe avec cette personne, en fait? Ouais, complètement. Et si jamais tu ne partages pas les mêmes valeurs, c'est pas les enfants qui vont te garder en couple, quoi. Ouais, c'est clair. Et est-ce que tu peux raconter justement l'arrivée de ta fille? Elle est née donc en 2015, moi j'avais 25 ans, donc très jeune aussi, et je me rendais pas encore compte à ce moment-là. Il y a énormément de choses que je me rendais pas compte en fait, parce que je pense que je vivais carrément dans un inconscient pendant toute ma vingtaine, à essayer de faire perdurer un couple que je savais qui n'allait pas fonctionner. Et je pense que ma fille, ça a fait partie un petit peu du lot aussi de tout ça. Quand elle est née, j'étais au début en fait du boom de ma carrière sur YouTube, donc j'étais quand même très occupée, très passionnée par ma carrière, fixée sur certains objectifs et aussi toujours très seule pour l'élever parce que mon ex-mari était dans l'armée encore à ce moment-là et ne montrait pas forcément grand intérêt à être présent pour elle ou pour moi lors des premières années. Et donc, j'ai vécu ça assez difficilement parce que ma mère est arrivée 2 jours après la naissance de ma fille qui est née donc 3 semaines en avance. J'ai passé cette semaine alitée parce qu'en fait, j'en faisais trop. Je bougeais dans tous les sens. J'essayais de faire le travail pour 2 personnes à la maison. Donc, finalement, à 31 semaines, on m'a alitée et elle est née parce que je devais me déplacer pour aller chez le médecin et qu'il fallait que je me conduise. Et maman est arrivée donc 2 jours après, elle est restée 6 semaines et après qu'elle est repartie, il y a un trou. En fait, je suis incapable de dire réellement ce qui s'est passé. Je me souviens de ces 11 semaines où j'étais en pleurs parce que j'arrivais pas à lui faire la sieste autrement qu'allongée sur moi et que moi, il fallait que je travaille. Et donc, j'étais vraiment pendant, je pense, ces 2 premières années, complètement perdue et noyée, intimement, on va dire, parce qu'en fait, je restais une personne publique et donc je continuais à faire le travail que je faisais, je continuais à faire les déplacements que je faisais. Ouais, très, très, très compliqué à gérer. Et ton mari, là, il était là? Il était pas là? Il était là, il était donc basé à 20 minutes de chez nous. Ils ont des horaires qui sont quand même assez compliqués et évidemment, ils partent en entraînement ici et ailleurs, mais il était aux États-Unis
la plupart du temps, quoi. Et puis finalement, juste après qu'on a acheté notre première maison, l'armée nous a annoncé qu'on allait être déplacés au Texas et on s'est dit, on n'a pas envie. Donc, il a décidé d'arrêter sa carrière à 10 ans. Et donc après, lui, il a repris un petit peu la relève où il était un petit peu plus présent pour s'occuper d'elle et tout. D'une part, ça a aidé énormément et d'une autre part, en fait, ça m'a retiré encore plus de ma fille parce que je me suis dit, OK, je peux être déchargée au moins de cette partie-ci. J'avais moins encore le temps pour elle et ça a créé réellement un gouffre et pendant quelques années comme ça, lui, il était à la maison, moi, je voyageais pour le travail et notre fille, en fait, passait les premières années de sa vie, finalement, soit sans l'un, soit sans l'autre, quoi, de ses parents. Oui, vous n'aviez pas de moments de famille à 3 et de moments de couple à 2? Très, très rarement. Et les moments de famille qui se passaient ensemble étaient souvent chargés, en fait, émotionnellement ou d'angoisse ou de... C'était pas des moments que je pourrais définir comme mémorables. Et moi, j'étais tellement prise, en fait, dans mon tourbillon de YouTube que on va pas se le cacher. J'étais en dépression postpartum et pour essayer de me faire aller mieux, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas encore en thérapie, je me cachais dans mon travail. Et j'en devenais égoïste parce que c'était ça qui faisait que je pouvais, en fait, qui me donnait l'impression de pouvoir respirer et qui me donnait envie de me réveiller le matin parce que c'était ma passion. Et finalement, en fait, je passais à côté d'énormément de choses, quoi. Et tu dirais que qu'est-ce qui vous amène à la décision de vous séparer? Ça, c'est petit à petit? Enfin, qui est-ce qui en parle? C'est plutôt toi? C'est plutôt lui? Ouais, je pense que profondément, je l'ai su très rapidement que cette relation allait pas pouvoir durer parce que j'ai su rapidement qu'il serait pas capable de m'apporter ce dont j'avais réellement besoin. Donc, j'avais plus ou moins fait la décision de ne pas désirer ou de ne pas avoir besoin de ce dont j'avais besoin. Donc, je me suis un peu mise de côté pendant pas mal d'années. Et 2019, je suis rentrée en thérapie. Ça n'allait pas du tout. J'en ai parlé donc à mon ex-mari. J'étais vraiment en total breakdown, niveau travail, niveau personnel, rien n'allait. Et donc je lui ai dit, écoute, j'ai besoin d'être déchargée. J'ai vraiment besoin que tu reprennes le travail, que je puisse ralentir et tout. Je commence la thérapie comme ça début 2019. Au bout de quelques séances, on se rend compte assez rapidement avec ma thérapeute qu'en fait, il y a un gros problème au niveau de mon couple. Donc, on commence une thérapie en couple. On reste en thérapie pendant au moins 6 mois. Et toujours, en fait, avec vraiment ce désir de réussir à passer, en fait, certains trucs qui, clairement, enfin, ça n'allait plus, quoi. On n'arrivait plus à s'entendre et que moi, je me sentais juste désespérée, quoi. Et novembre 2019, je suis retournée, novembre, décembre, je suis retournée chez mes parents le temps de quelques semaines pour le travail et pour passer un petit peu de temps avec eux. Et à ce moment-là, j'ai eu une conversation avec ma mère où, très sérieusement, je lui ai dit, écoute, je sais pas où est-ce qu'on va, mais je crois que je vais pas réussir en fait à faire fonctionner ce mariage. J'avais vraiment l'impression d'essayer de le faire seule. Et je suis rentrée, j'en ai parlé avec mon ex-mari évidemment plusieurs fois, avant la conversation avec ma mère, après la conversation avec ma mère, et finalement, en fait, la fête des mères 2022 est arrivée. On était en plein Covid, tout était fermé et tout, c'était compliqué. Et j'ai vécu, en fait, une journée où je me suis dit, c'est pas normal, tu vois. Il y a des trucs ici qui vont pas. Et je l'ai un peu mis de côté. Et puis, l'anniversaire de ma fille est arrivé, c'est 5 ans, et au mois de juin. Ah, et puis encore une fois, tu vois, on a passé la journée, je me dis, il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Et du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est passé, au mois de juin, comme ça, je suis arrivée dans mon bureau, j'ai regardé autour de moi, je venais d'emménager dans cette superbe maison, enfin c'était une mini mansion, énorme, magnifique, tout ce que je voulais. Je regarde autour de moi, je me dis, mais putain, c'est trop de la merde. Tout ce que j'ai, là, ici, maintenant, il y a tout acheté. Et donc, dans ma tête, j'ai fait vite fait le tri de tout ce que j'avais besoin, en fait, de jeter, tout ce qui ne me servait pas. Et c'est horrible de le dire comme ça, mais je me suis rendu compte que mon mariage ne me servait pas.
et qu'il était en train de me détruire complètement. Et ce jour-là, j'ai fait la décision en fait de me séparer de chaque chose qui était en train de me détruire moi profondément. Et ça a été la première chose qui a lâché, quoi. Et je pense que quand j'ai fait la décision, j'étais persuadée que ce serait simple. J'étais persuadée très naïvement qu'il n'y avait aucune part de lui qui voulait rester dans ce mariage. Je me suis dit, c'est pas possible en fait. Quand quelqu'un ne te montre aucun intérêt, te néglige physiquement, émotionnellement, j'avais l'impression d'être la plupart du temps un fantôme en fait dans ma maison qui faisait absolument toutes les tâches ménagères mais qui était absolument pas vu, qui était absolument pas apprécié, qui était absolument pas épaulé. Et en fait, mon univers complètement s'est retourné à ce moment-là quand en suivant les prochains mois, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais vu que la partie émerger de, c'est exactement de l'iceberg. J'avais vraiment conscience de rien du tout et je me rendais absolument pas compte de ce que j'avais commencé en fait, parce que c'était McCrispy strips are now at McDonald's. I hope you're ready for the most dippable chicken in McDonald's history. Dip it in all the sauces. Dip it in that hot sauce in your bag. Dip it in your McFlurry. Your dip is your business. McCrispy strips at McDonald's. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Ouais, t'as commencé à tirer un petit fil et puis tac, 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 après ça déroule et ça... Exactement, puis tu te rends compte qu'en fait, rien ne va et tu commences à aligner absolument tout et toutes les petites réflexions et toutes les petites choses et les inactions et tu te dis « Oh, waouh !» Il y a un énorme problème ici. Ouais, une fois que t'as ouvert les yeux... Ouais, c'était impossible à les fermer. Et dans ces mêmes moments-là, en fait... ça faisait 2 semaines que j'étais séparée de mon ex-mari. Je rencontre Charlie, donc mon mari actuel. J'ai envie de dire que c'était pas voulu, mais c'était voulu aussi dans le sens que activement, j'étais pas en train de chercher quelqu'un, mais j'avais commencé à regarder, tu vois, quel autre homme existait à part mon mari. Pas forcément d'un point de vue, tu vois, sexuel. Je voulais juste voir qu'il y avait d'autres hommes qui pouvaient exister. Et là, je suis tombée en fait sur moi, ce que je qualifierais être l'homme le plus formidable au monde. Et en seulement l'histoire de quelques conversations, je me suis dit, c'est foutu en fait. Je peux pas essayer de réparer en fait mon mariage maintenant que j'ai vu ce que j'ai vu. C'est pas possible. Les qualités que j'ai vues en mon mari, elles étaient introuvables en fait dans mon ex-mari. C'était juste pas la même personne et je m'étais juste pas mariée avec la bonne personne finalement. Mais parce qu'en fait, attends, concrètement, t'es encore à ce moment-là avec ton ex-mari, mais t'es dans ce moment où tu réalises que rien ne va. Et comment tu le rencontres, Charles ? Alors, en toute honnêteté, sur une application de rencontre. En toute honnêteté. D'accord, donc en fait, toi, t'es dans un truc où tu te dis, un peu ce que tu disais, mais c'est pour aller au bout du truc et bien comprendre, tu te dis, je veux voir quand même ce qu'il y a, parce que là, je vois que dans mon couple, ça va pas du tout, mais en fait, voyons qu'est-ce qui existe d'autre, quoi. Ok. Donc là, tu commences des conversations avec Charles, et là, tu te rends compte que il a plein de qualités qui te correspondraient plus que ton mari de l'époque, quoi, c'est ça. C'est même plus que des qualités, en fait. Ce sont des choses qui sont profondément nécessaires. C'est-à-dire que l'empathie, pour moi, si un être humain n'a pas d'empathie,
pas un être humain d'une façon ou d'une autre, en fait, tu vois. Les animaux n'ont pas d'empathie. Les animaux font les choses qu'ils font parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est la nature et c'est comme ça. L'être humain est évolué, a une conscience, a la capacité de faire des choix qui ont des impacts positifs ou négatifs, qui peuvent détruire certaines personnes, qui peuvent élever d'autres. Et quand tu n'es pas capable de voir que ce que tu fais cause du mal ou que, encore plus que ça, tu te réjouis du mal que tu causes aux gens et aux personnes que tu aimes, aux personnes que tu dis le plus aimer, en fait, tu vois, c'est vraiment pas juste « Oh, cet homme, il est plus attirant et il est plus rigolo et il est plus chaleureux et il est plus attentif. » Non, on parle réellement d'une différence profonde de la présence d'humanité et d'inhumanité dans deux êtres humains. Et c'était un contraste qui était tellement violent que ça m'a définitivement fait tourner la tête. Ça m'a définitivement fait tomber amoureuse de Charlie pratiquement instantanément. Et ça a créé en fait complètement un truc où je me suis dit c'est tout quoi. Il était déjà parti de chez nous, donc on était séparés physiquement. Moi j'avais vraiment décidé que c'était la fin. Et s'il y avait eu la moindre chance, tu vois, de retourner en arrière et de me dire non, en fait, il faut que je sauve mon couple parce que pour notre fille, etc. Non, c'était complètement annulé de par le fait que j'ai vu en fait qu'il existait mieux et que je pouvais pas en fait retourner à quelque chose que je savais très bien qui allait finir par me détruire et qui était juste pas un bon exemple pour ma fille de rester avec son père juste parce que c'est son père alors qu'en fait il est en train de me détruire et que finalement il va elle aussi la détruire d'une façon ou d'une autre. Et comment ça se passe? Parce que tu avais l'air de dire que tu pensais que ce serait simple une fois que toi tu te dis que c'est fini. Et en fait, c'est pas si simple que ça, c'est ça? Pour lui, il accepte pas trop la séparation ou... Au début, j'ai l'impression, ça a été très, 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 très compliqué. On est passé par une période où il était prêt en fait il était prêt à me laisser partir et il ne voulait rien avoir à faire avec sa fille et il me l'a dit. Et après, il y a une autre partie en fait où quand légalement tout s'est enclenché, où ça s'est pas du tout passé comme ça en fait. Il est revenu donc vivre chez lui, chez nous, pendant 6 mois il est resté. On est en 2020, c'est compliqué, il y a Covid, etc. Et cohabiter avec quelqu'un avec qui tu veux te séparer, c'est pas facile. L'enfer, ouais. Mais je te jure, il nous faudrait 6 podcasts en fait pour parler de ça parce que c'est clair. Moi, je suis dans une maison avec quelqu'un que je sais me veut du mal et fait tout en fait pour me causer du mal, installer des caméras dans la maison pour me surveiller ou pour essayer de prouver que je suis quelqu'un que je ne suis pas, m'attaquer pour que je me défende, pour que je lui fasse du mal. Enfin, j'ai passé 6 mois, tu vois, à marcher plus encore sur des œufs que... Et tout ça avec ma fille en spectateur. Elle avait 5 ans, c'est ça à peu près? 5 ans, ouais. 5 ans. Donc, tu dis, il n'y a jamais de bon âge pour tes enfants pour qu'ils subissent un divorce, mais tu te dis, 5 ans, c'est pas le pire des âges, tu vois. Elle est quand même assez inconsciente, mais encore assez... Mais je suis assez contente qu'elle n'ait pas été plus jeune ou plus vieille pour se souvenir de ce qu'elle pourrait se souvenir, en fait. Mais... Toi, tu as l'impression, ça, qu'elle n'en a pas de souvenir et qu'elle a plutôt bien vécu la séparation sur le moment? Sur le moment, ouais. Je pense qu'il y a certaines choses qui reviennent de temps en temps, en fait, où elle va se souvenir vraiment de tout petits instants. Elle va me parler des gaufres à l'hôtel, tu vois, parce qu'on a passé quelques jours à l'hôtel parce qu'on pouvait pas rester chez nous. Et elle va me parler des gaufres de l'hôtel, mais elle va pas me parler du fait qu'on pouvait pas rester chez nous et qu'on a dû demander j'ai eu sa maîtresse qui a été chercher mon chien hors de ma maison pour pouvoir me l'apporter pour qu'on puisse rester dans un endroit sûr, quoi. Et tout ça, elle s'en souvient pas. Et heureusement, quoi. Mais d'une autre façon aussi, c'est un peu compliqué parce que tu dis, si elle pouvait se souvenir de ça, j'aurais pas à passer toute ma vie à
à avoir une relation très compliquée aussi avec ça, parce que avec son père et elle, parce que elle sait pas en fait, elle sait pas encore. Et pourquoi tu lui en parles pas? Parce que là, aujourd'hui, elle a 9 ans. Elle est suivie ou pas du tout? Elle voit quelqu'un Alors, tout à fait, ouais. Elle est en thérapie depuis, justement, depuis ses 5 ans, depuis notre séparation. J'ai voulu qu'elle commence une thérapie. Elle est restée pendant 2 ans. Et là, elle a repris parce que, bon, je me suis fiancée, mariée assez rapidement et tout. Et on s'est dit, bon, c'est mieux qu'elle soit suivie parce qu'il y a énormément aussi d'émotions qui viennent avec ça. Hyper heureuse d'avoir un beau-père. Extrêmement excitée à l'idée de potentiellement avoir un petit frère ou une petite sœur, mais elle n'arrive pas à réconcilier le fait que y a quelqu'un qui essaye de prendre la place de son père et elle n'arrive pas justement à... Il y a un énorme décalage, une dissonance entre ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, ce qu'elle fait à propos de la relation avec son père en fait. Et c'est compliqué parce qu'elle a 9 ans, donc elle commence à être assez mature pour voir certaines choses et comprendre certaines choses, mais pas encore assez pour d'autres. Et moi, personnellement, c'est pas mon rôle, en fait, de lui ouvrir les yeux sur qui je pense que son père est ou qui je perçois son père être. Je pense que elle va se faire elle-même son idée. Je veux pas être la raison qu'elle soit pas en accord avec son père et qu'il ne puisse pas avoir de relation. Je pense que concrètement, moi, j'essaye d'être la plus neutre que possible quand elle m'en parle. J'essaie toujours de la rassurer que son père l'aime et que je l'aime et que c'est ça qui est le plus important en fait. Mais ouais, c'est compliqué parce que quand elle me dit j'ai pas envie d'aller là, ou qu'elle vient me voir en crise de larmes, qu'elle me dit je vais devoir passer tout l'été à faire ci et ça, j'ai pas envie et tout, et que je suis là, je peux rien faire en fait, ça hors de mon contrôle. Et c'est très compliqué. C'est ça. extrêmement compliqué. Et puis le parent en fait, forcément, de l'autre côté, quand il y a un décalage comme ça, ils vont toujours le ressentir. C'est un peu compliqué de devoir se retrouver après encore avec le blâme où tu te dis, en fait, son enfant, il sent qu'il y a un truc qui va pas, mais il sait pas trop le vocaliser encore. Donc, il agit d'une certaine manière et tu vas penser que c'est moi qui parle en mal de toi, alors qu'en fait, c'est juste que tes actions, elles parlent pour toi-même. Et moi, j'ai arrêté de cacher ces bêtises. J'ai arrêté, en fait, tu sais, d'essayer de réparer les pots cassés. J'ai arrêté de mentir pour lui. J'ai arrêté tout ça. Donc, quand on me pose une question honnête, je vais répondre d'une façon honnête. Quand c'est ma fille qui les pose, j'essaie toujours de le faire avec gentillesse et empathie et jamais en dénigrant mon ex-partenaire. Mais je pense que c'est nécessaire d'être honnête avec nos enfants. Oui, tout à fait. Sur le factuel, quoi. Exactement. Effectivement, comme tu disais, c'est pas dire ce que toi, tu penses de lui et tout, mais sur le factuel, à un moment donné, tu peux pas toujours... et ils le sentent, les enfants, de toute façon, quand il y a du secret, etc., ça peut être encore plus angoissant que de dire les choses factuellement avec des mots adaptés à son âge, quoi. Mais... Tout à fait. Parce que là, elle le voit à quelle fréquence? Il y a eu un mode de garde décidé par un juge, du coup, ou c'est entre vous? Comment tu fais, d'ailleurs? Parce que c'est aux États-Unis. J'imagine que le divorce a été géré. C'était compliqué, ça? Oh là là, c'est compliqué, c'est cher, c'est long, c'est fatigant, c'est émotionnellement éprouvant. On a tous les deux décidé d'un plan parental sur lequel il est revenu plusieurs fois pour principalement grappiller de l'argent et puis après du temps. Donc, elle est avec moi la plupart du temps. Elle passe 4 jours avec lui toutes les 2 semaines. En fait, elle passe un week-end de 4 jours toutes les 2 semaines avec lui et une partie des vacances, des grandes vacances et tout ça. Mais son école, ses soins médicaux, son assurance, tout ça, c'est à ma charge principalement et ça coûte extrêmement cher aux États-Unis. Et donc, on a signé quelque chose l'année dernière où finalement, en fait, moi, j'ai dû revenir sur ça parce que j'ai fait énormément de changements dans ma vie, comme je te disais au début de l'épisode. Chez moi, quand j'ai regardé autour de moi et que je me suis dit « Oh là là, ça va pas », j'ai fait des choix je me retrouve avec tout un tas de choses en fait qui sont en train de me détruire. Avec ça, en fait, ça voulait dire ma maison, ça voulait dire une grosse partie de la façon que je travaillais, ça voulait dire que ma consommation, ça voulait dire plein de choses. Et donc, graduellement, j'ai
tu vois, j'ai dû essayer de rééquilibrer ma vie et de faire tout un tas de différentes changements et vendre ma maison. Et là, récemment, ma voiture, la dernière chose de luxe qui me restait, tu vois, je l'avais encore gardée parce que le confort d'une voiture. Et là, ça, je m'en suis débarrassée. Tout ça pour pouvoir payer les frais pour ma fille parce qu'elle va dans une école privée parce qu'elle a un trouble de la concentration avec hyperactivité qui est quand même assez sévère. Et une école publique aux États-Unis, laisse tomber, en fait. C'est juste pas possible. Elle serait noyée. Et donc, moi, la chose la plus importante, c'est qu'elle puisse faire son éducation dans un endroit où elle se sent en sécurité, qu'elle puisse absorber le maximum d'informations pour qu'elle puisse juste le vivre, en fait, vivre son éducation d'une façon tranquille et posée. Et elle kiffe son école, donc c'est ma priorité. Mais après avoir, en fait, vendu la plupart des choses que j'ai vendues, je me retrouve à un moment où je me dis, mais en fait, moi, j'ai besoin d'aide financière. Donc, je lui en ai parlé en 2022. 2022, et là, on est en 2024. En fait, on est en processus légal, etc. depuis plus de l'année dernière, en fait, où je demande à ce qu'il y ait des modifications faites au parenting plan qui ont besoin d'être faites pour que notre fille puisse continuer à avoir ce dont elle a besoin. Et sauf que ça, c'est compliqué parce que lui, il n'est pas forcément d'accord, j'imagine. Exact, ouais, non, pas du tout intéressé, en fait, tu vois, à l'idée d'être présent financièrement pour son enfant. Donc, non, c'est très compliqué. Et puis, le problème, en fait, c'est que mon divorce était compliqué parce qu'il n'a pas voulu lâcher pendant très très longtemps. Et quand on est un peu arrivé en fait au pied du mur, finalement ça s'est fait. Mais là c'est la dernière chose sur laquelle il a encore le contrôle sur moi. Et donc c'est très compliqué à pouvoir être un parent en fait et à pouvoir faire les décisions nécessaires pour elle. C'est assez compliqué parce que je suis défiée surtout. Elle a besoin de thérapie, je suis défiée là-dessus. Elle a besoin d'orthodontie, je suis défiée là-dessus. Donc, en fait, on se retrouve facilement, tu vois, à devoir aller jusque devant le juge pour avoir l'accord pour qu'elle puisse rentrer en thérapie. Et on perd du temps. Ouais, on perd du temps, on perd de l'énergie, on perd tout. Et puis, c'est hyper déstabilisant aussi pour moi en tant que mère. Je te disais, hors enregistrement, quand on a commencé à discuter, que l'épisode de l'année dernière, puisqu'on avait imaginé faire un épisode l'année dernière, il aurait été complètement différent de cette année parce que j'avais commencé à créer un petit groupe de personnes sur lesquelles je pouvais vraiment compter, qui pouvaient m'aider, m'épauler parce que en fait, au bout d'un moment, t'en as besoin quand t'es mère célibataire et que t'essaies de gérer tout toute seule et qu'en plus de ça, tu te bats contre l'autre parent. C'est éreintant, quoi. Et si c'était pas là pour et peut-être que c'est aussi ça qui a fait que ça a envenimé, tu vois, la situation. Mon mari Charlie, sa présence, son soutien, son aide aussi financière, parce que finalement, en fait, c'est lui qui a pris la relève, parce que je pouvais plus trop payer, lui, il le paye, quoi. Et il me permet de pouvoir retourner en thérapie, chose que je pouvais plus faire parce que je pouvais plus me le payer et que je préférais payer la thérapie de ma fille que la mienne. Mais aussi, au bout d'un moment, en fait, tu deviens complètement épuisé par toutes les batailles que tu as à faire pendant la journée. Ton boulot, les factures, ton enfant, son éducation. Si jamais tu dois te battre encore en plus avec son parent sur ce qui... Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the U.S. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a U.S.-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back.
Save up to 40% your first year by visiting LifeLock.com/podcast. Terms apply. Bien sûr, ça prend une énergie, une charge mentale, c'est hyper compliqué. Mais raconte-nous dans le concret, tu nous parlais de ces 6 mois où vous cohabitez et comment après ça se passe. Est-ce que toi, tu disais que tu vendais la maison, c'est votre maison à vous deux. Comment tu arrives à te reloger toi de ton côté ? On a eu un premier accord en fait où je lui demandais de partir de notre maison. En fait, cette maison, on l'a achetée, juste avant qu'on se sépare, on a acheté, 3-4 mois avant, on a acheté une autre maison. Donc, on avait revendu celle dans laquelle on avait vécu pendant pas mal d'années, encaissé l'argent, etc. Et donc, celle-ci, finalement, m'appartenait, la nouvelle, parce que c'était moi qui travaillais, c'était ma maison, donc lui, il a préféré prendre de l'argent. Moi, j'ai gardé la maison. Ça n'a pas été réellement fait dans les règles, parce que c'est-à-dire que je lui ai donné de l'argent en échange que lui quitte la maison et il a pris l'argent, il n'est pas parti de la maison. Donc, c'était compliqué. Donc, je dis, cool, je viens de liquider, la moitié de mes économies parce que j'en ai, en fait, désolée, non, c'est moi qui a travaillé, c'est moi qui a mis cet argent de côté. J'en ai rien à faire des 50-50 juste parce que t'es marié et que t'as pas fait de contrat. C'est moi qui m'ai donné. Donc, bref. Et il est resté donc dans la maison. Il s'est... Tu dis, les priorités n'étaient pas réellement les mêmes. Et pendant tout ce temps, en fait, tu vois, c'était une lutte continuelle où... je savais pas en fait, tu vois, je savais pas sur qui j'allais tomber ce jour même, si jamais ce jour-là il allait être gentil avec moi et que il allait sembler vouloir dire oui à, tu vois, signer notre décret de divorce. Et puis des fois en fait, c'était l'inverse. Des fois j'étais Satan et des fois et donc c'était vraiment hyper instable. J'avais l'impression, tu sais, de vivre vraiment dans un état de fight or flight constant, où tu à la limite, tu sais, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire ça en français. Non, mais psychologiquement, même à la limite un peu de la folie, non ? Où tu sais plus du tout sur quel pied, tu vois, le mot est fort, mais voilà. Ah ouais. Ah non, mais tu sais plus qui tu es, en fait, au bout d'un moment, en fait. Parce qu'un jour, on te dit que tu es ça, et après le lendemain on dit que tu es ça, et après c'est complètement perdu. Et c'était, tu vois, c'est des choses qui sont quand même assez difficiles à décrire sans décrire le privé. Et c'est un truc que j'ai toujours du mal en fait à me dire, est-ce que je partage pas, parce que d'une façon on va me dire que c'est trop intime et que je devrais pas en parler, et d'une autre je me dis, mais si je le décris pas tel que ça l'est réellement, toi, victime, tu vas peut-être pas le voir, en fait. Et finalement, c'est ce qui m'intéresse le plus, tu vois. C'est des accusations qui sont saugrenues, que tu y penses. Pendant 48 heures, tu es focalisé uniquement là-dessus parce que tu te dis, est-ce que j'ai réellement fait ça ? Est-ce que je suis réellement ce type de personne, tu vois ? T'en viens à douter de toi-même et il n'y a plus à voir. Ouais, alors, si j'avais pas eu ma thérapie, Charlie, avec qui j'étais seulement amie à ce moment-là, qui a lui aussi, il a un master en psychologie, donc des fois, je lui racontais des trucs, il me dit, mais meuf, tu te rends compte de ce que t'es en train de dire, là ? Tu te rends compte de ce que tu... Mais c'est génial qu'il ait eu un master en psychologie, par contre, ça a dû vachement t'aider, en effet. Alors, cet homme est juste absolument incroyable. Et c'est lui, en fait, qui, pour la première fois, a mis les mots sur ce que moi, je n'arrivais pas, en fait, à qualifier. Hey, guys, have you heard of Goldbelly? It's this amazing site where they ship the most iconic, famous foods from restaurants across the country, anywhere, nationwide. I've never found a more perfect gift than food. They ship Chicago deep dish pizza, New York bagels, Maine lobster rolls, and even Ina Garten's famous cakes. So if you're looking for a gift for the food lover in your life, head to goldbelly.com and get 20% off your first order with promo code GIFT. Running a business comes with a lot of what-ifs. But luckily, there's a simple answer to them. Shopify. It's the commerce platform behind millions of businesses, including Thrive Cosmetics and Momofuku, and it'll help you with everything you need. From website design and marketing to boosting sales and expanding operations,
Shopify can get the job done and make your dream a reality. Turn those what ifs into sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. C'est que je lui ai raconté en fait un épisode quand on était en thérapie de couple où moi j'expliquais le désir d'avoir un deuxième enfant pour ma fille parce que j'avais jamais imaginé avoir un enfant unique etc. Et en fait, Cash, mon ex-mari m'a regardé devant ma thérapeute et m'a dit « T'es pas une assez bonne mère pour avoir un deuxième enfant. Quand tu montreras que tu es une meilleure mère, tu pourras avoir un deuxième enfant. » Oh là là. Et j'ai dit ça, donc, Charlie me dit t'aimerais bien, toi, avoir d'autres enfants et tout. Et je lui raconte ça, il me dit, mais tu te rends compte que c'est abusif, en fait, ça? Et je lui dis, ouais. Point d'interrogation. Effectivement, quand tu le dis, ouais, mais sinon, ça m'aurait pas sauté aux yeux parce qu'en fait, moi, j'étais déjà prise dans un cercle de culpabilité où j'étais persuadée que j'étais une mauvaise mère. Donc, je me suis dit, ah ouais, il a raison. Faut que je fasse mieux. Oh là là, ouais, l'enfer. Et raconte-nous alors, Charlie, comment votre histoire, elle évolue, comment tu arrives à t'appuyer sur lui, comment tu vois aussi assez vite que c'est tout ce que tu disais, quoi, un homme formidable avec de l'empathie, etc. Ouais. Donc, par où commencer, en fait? C'est toujours le problème. Charlie, ça fait partie de ces rares hommes qui sont conscients et ouverts d'esprit et empathiques. Et en tout cas, moi, j'ai jamais grandi avec quelqu'un comme ça. J'ai jamais été en contact avec un homme complet. Avec les qualités, tu sais, tout. Et c'est pas parce que il a grandi avec des exemples qui lui ont permis de devenir qui il est, c'est parce que lui, de son plein gré, s'est rendu compte aussi que il pouvait pas vivre sa vie comme on lui avait un peu prédit de la vivre, parce qu'en fait, son nom complet, c'est Charles Andrew Howell V. donc le 5e de la lignée. Donc, je te laisse imaginer la pression un petit peu sur lui. Son grand-père était sénateur du Tennessee, donc quand même, tu vois, assez haut en termes de classe sociale et tout ça. Donc, beaucoup d'expectations. Et en fait, il a craqué au bout d'un moment. Et puis, c'est comme ça qu'il a fini. Après, il a tout fait dans sa vie. Il a travaillé à la Maison-Blanche. Il s'est rendu compte, travailler pour Bush, s'est rendu compte à ce moment-là que les républicains, en fait, aux États-Unis ne valent pas grand-chose. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est devenu démocrate. Il a été professeur d'histoire en lycée. Il a essayé tout un tas de trucs jusqu'à temps qu'en fait, il finisse par se rendre compte qu'il avait besoin d'aller en école de psychologie. Donc, c'est ce qu'il a été faire à Seattle, quoi. Et c'est ce qui a fait qu'on a réussi à se connecter, nous, tous les deux, quoi. Parce que c'était le chemin qu'il avait besoin de prendre et de faire pour qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse être connectés, quoi. Mais c'est fou que vous vous soyez trouvés comme ça en plus si rapidement, parce que t'as fait que lui comme rencontre. Enfin, tu t'as été sur ce site et en fait vous avez connecté direct tous les deux. Improbable, ouais. Improbable, vraiment complètement improbable. Parce que dans les premiers jours, je télécharge l'application, je me dis je vais voir un petit peu, tu vois, et il y a eu un truc en fait avec lui là, son profil, les questions, ses réponses aux questions en fait, tu vois, c'était tellement flagrant que ce gars était complètement différent et qu'il était vrai. Ouais, non, tu rencontres quelqu'un comme ça, en fait, tu les laisses pas partir, quoi. Et moi, grave in love très rapidement, lui, pas du tout. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, raconte. Problème. En fait, bon, moi, je sors à peine d'une relation, d'un mariage, en fait. Donc, déjà, big stopper pour lui parce que, en fait, il se dit, bon, t'es mignonne, mais en fait, je pense que t'as quand même pas mal de chemin à faire. Donc, voilà.
Et puis moi, de toute manière, je n'étais pas du tout la même personne. En fait, mes objectifs, je savais ce que je voulais, mais j'avais pas encore fait le chemin, j'avais pas encore fait le travail, j'étais pas encore assez sûre de moi, j'avais pas encore fait mes preuves aussi, parce que Charlie, c'est un homme qui a été traumatisé et qui a besoin qu'on fasse ses preuves avant qu'il puisse faire confiance aussi. Donc, on a passé 3 ans à développer notre relation, à être amis, à travailler ensemble, à se permettre d'être intimes sans forcément, tu sais, projeter se des demander. trucs et... Ouais, c'était vraiment juste sans attente. Sans attente, quelque chose de pur où tu te dis, je t'ai trouvé, tu m'as trouvé. Clairement, là, on n'est pas compatibles. Qui sait si on le sera? Moi, j'avais toujours l'espérance bref. Mais le but était, en fait, on sait qu'on se fait du bien, on reste ensemble tant qu'on peut et tant qu'on se fait du bien. Et ça a évolué, en fait, en des meilleurs amis. Et puis, finalement, en fait... moi, au moment où je me dis, bon, clairement, il est passé à autre chose. Puis de toute manière, moi, je voyais d'autres personnes et tout ça, quoi. Je disais, on va jamais être plus que amis. Littéralement, au moment où je me suis dit ça, 3 semaines après, 3 semaines après, il me regardait d'une autre façon, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, tu crois, pour lui? Il s'est dit que peut-être il pouvait te perdre ou quelque chose comme ça. Et Il y a eu un enchaînement de choses dans sa vie privée, en fait, qui ont fait où il s'est retrouvé un peu à un moment où ses yeux se sont ouverts. Il a une relation qui est très compliquée avec son père. Il a toujours cherché la validation et l'amour de son père. Et Charlie a toujours recherché un amour qui ressemblait à ça, tu sais, qui lui donnait l'impression de valoir quelque chose. Un amour qui était donné inconditionnellement sans... Tu sais, sans rien, ça ressemblait pas à de l'amour pour lui. C'était pas quelque chose qu'il voyait comme l'amour. Et il y a plusieurs choses qui se sont passées, en fait, dans sa vie privée, où d'un coup, d'un seul, forcément, moi, j'étais là parce que j'étais sa meilleure amie et donc, j'étais là. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte, en fait, qu'il a réussi à additionner un petit peu mettre toutes les pièces de puzzle ensemble, où il s'est dit, ah mais attends, en fait, ce que je recherche là depuis autant d'années, l'amour inconditionnel, l'empathie, il est là, quoi. Et est-ce que le fait que tu aies une fille, tu penses que ça avait pu le gêner? Vous en avez parlé de ça? Ça pouvait être bloquant aussi? Pas du tout. Ma fille était mon meilleur allié, parce que Charlie a le désir profond d'être père, et finalement, en fait, de se marier avec quelqu'un qui a un enfant, c'est la clé à être père, tu vois. Et pas du tout. On était amis, on passait des soirées tous les 3 ensemble, à se commander des sushis, à regarder un film, à aller à un match de football ensemble, fêter son anniversaire, le sien, à elle et à lui, tu vois, ou à moi. Et donc, ils avaient déjà une relation. C'est génial. Ouais. Moi, c'est tout ce que j'aurais pu espérer, en fait, pour mon enfant. Et je suis triste que ça ne vient pas de son père biologique, mais je suis tellement reconnaissante qu'elle ait ça ailleurs, en fait. C'est pas... Je veux pas continuer à être coupable ou à me sentir coupable. Plutôt ça, je veux pas continuer à me sentir coupable d'avoir quitté son père parce que je me rendais compte qu'il pouvait pas m'apporter ce que je voulais, ce que j'avais besoin. C'est au-delà de ce que je voulais. Et... surtout parce que je sais que maintenant, j'ai réussi à donner une relation à ma fille avec un homme qu'elle n'aurait pas eu autrement. C'est tellement beau à voir. C'est tellement incroyable. Tu la décrirais comment, leur relation? Qu'est-ce que... Il est comme un père avec elle? Absolument. Il est extrêmement attentif. Il est tellement présent. Il est... émotionnellement connecté avec elle, tu vois, il sait quand ça va pas bien, il sait quand il a besoin de la laisser tranquille, il sait quand elle a besoin de sa présence, tout ce dont elle a besoin, il est là. Et moi, j'ai jamais vu un homme aimer un enfant de cette manière-ci, en fait, d'une façon complètement inconditionnelle, pour qui ils sont profondément, sans attente, avec juste le désir, en fait, de leur permettre de grandir d'une façon safe et de pouvoir, tu sais, vivre un maximum de choses. Et
il lui apporte tellement de choses que je pourrais même pas en fait décrire, parce que la présence de sa mère, émotionnellement, physiquement, tu sais, c'est hyper important, mais on se rend pas compte aussi, ou en tout cas moi, je me rendais pas compte de l'importance de la présence d'un père dans une famille, parce que j'ai jamais eu ce modèle-là et que je me suis dit, ah, maman, elle a géré, tu sais, moi, je m'en suis bien sortie, ma sœur, elle est mariée, elle a des enfants, mon beau-frère, il est formidable, mon frère est marié, ma belle-sœur, elle est formidable, enfin, tout le monde va bien, tout le monde est bien, tout le monde va bien. Mais juste parce que tu t'en sors bien d'une enfance qui était un peu quand même pourrie, ça veut pas dire que ça valide ton enfance pourrie, en fait. Et moi, je veux mieux pour ma fille. Et j'ai l'impression réellement et tristement que, en effet, en ayant fait ce choix, et finalement, c'est juste le choix, en fait, moi, d'être la meilleure personne que possible et de vouloir attirer le meilleur pour moi et donc pour elle. Et de me décharger de tout ce qui me desservait pour n'avoir que l'essentiel et que le positif. Ça fera 4 ans qu'on est divorcés au mois de mars l'année prochaine. Donc, tu vois, en 3 à 4 ans de temps. L'année dernière, on aurait eu cette conversation. À ce moment-là, j'aurais même pas encore pu réellement te dire que j'étais avec mon mari parce qu'on venait à peine de commencer à sortir ensemble. Et on s'est fiancés au mois d'octobre, mariés au mois de février. Donc, ça s'est fait vraiment très rapidement. Non, mais c'est super. Ouais. Et raconte, la demande en mariage, il l'a faite avec ta fille en plus et tout, non ? Alors, meuf, comment t'expliquer ? Moi, je suis repartie en France, passer un petit peu de temps avec ma famille et mes amis. Et il m'a suivie quelques jours après. Il est arrivé donc chez mes parents et tout. On fait première balade le lendemain de son arrivée, première balade comme ça dans un village en Belgique. Les Belges, Borin, merci. On monte comme ça, tu vois, je le balade un petit peu pour qu'il puisse voir les différentes rues. Tragique, Borin est en construction perpétuelle, donc on monte en fait sur la colline, on voit vue sur tout le village. Et là, en fait, il s'approche de la vue. Mes parents sont derrière moi, Piotr est derrière avec mes parents et tout. Et il se retourne vers moi et me dit « Attends, j'ai un truc pour tes parents. » Je dis « Hein ?» J'ai le sang qui me monte au cerveau, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? Et il sort de son sac 2 enveloppes, une qui passe à mes parents, une qu'il ouvre comme ça devant moi. Il dit, tiens, j'ai écrit une lettre en fait à tes parents parce que pour qu'ils puissent, et j'aimerais bien qu'ils la lisent. Donc, maman prend la lettre. Elle avait été traduite en français par ma meilleure amie Émilie. Et là, donc mes parents, ma mère lit en fait cette lettre qui explique ma relation avec Charlie, sa relation avec Piotr, son désir, tu vois, d'être présent pour nous, de son refus de passer la moindre minute sans nous, etc. Et donc demande la bénédiction à mes parents de m'épouser, quoi. Et il s'agenouille. Et là, il sort en fait un petit coffret et il y a 2 bagues. Il y en a une pour moi et il y en a une pour ma fille. Mais non. Si. Et donc, du coup, il fait sa promesse en fait à moi et à Piotr en premier. Et parce que si jamais elle disait non, en fait, il était obligé de dire bon, je suis désolée, mais en fait, si j'ai pas la bénédiction de Piotr aussi, c'est un peu mort. Et donc, évidemment, elle, oh là là, on a une photo de son regard. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Le bonheur, en fait, tu sais, qui juste transpire carrément de ses yeux à Piotr. Et donc, il fait sa demande à moi. Il nous prend dans les bras et la première chose qu'elle me dit, elle me regarde avec ses yeux de chien mouillé, là. Elle me dit, est-ce que ça veut dire que je vais avoir un petit frère ou une petite sœur ? Je dis, écoute, une chose après l'autre, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a eu plusieurs conversations sur la différence entre un mariage et avoir des enfants. Ouais. Et la possibilité ou pas d'avoir des enfants. Mais ouais, c'était extrêmement spécial parce que tu vois, on avait parlé évidemment avant qu'il me fasse sa demande, on en avait parlé. Il avait testé l'eau un petit peu parce que moi, pendant très très longtemps, je me suis dit, je ne vais jamais me remarier. Il en est hors de question. Je suis passée par là, je l'ai fait, vu, ok, très bien. J'ai perdu énormément de temps et c'est pas quelque chose que j'ai envie de revivre.
Et en fait, quand tu trouves la personne, ce serait une erreur en fait de rester sur ses a priori sur le mariage juste parce que t'as fait une mauvaise décision une fois en fait. Ça nous arrive, on fait des erreurs, on se gaufre, on se ramasse et on essaye de faire mieux. Et pour moi, c'est même mieux encore que faire mieux là. Trop beau. Et pour les enfants, ouais, donc c'est quelque chose dont vous avez envie, si je comprends bien. Ouais, c'est quelque chose que je pense que moi, j'ai plus facilement été prête à avoir des enfants que être mariée. Ouais, c'est quelque chose que l'on veut, c'est quelque chose que on essaye, mais il y a tellement de facteurs en fait qui fait que tristement ça marche ou ça marche pas et on verra bien en fait ce que l'univers décide de nous laisser avoir ou pas. Mais j'ai très envie de pouvoir revivre la grossesse d'une façon vraiment sereine avec quelqu'un qui est impatient d'être père et qui vraiment me permet de vivre ça d'une façon beaucoup plus épanouie parce que j'ai vécu ma grossesse extrêmement stressée et alitée une partie du temps. Donc j'ai vraiment envie, tu vois, de vivre ce moment avec lui, mais je me rends compte que c'est quelque chose que je vais peut-être pas pouvoir avoir et ça sera pas grave, quoi. Parce que on a piote et que finalement, en fait, elle m'est assez. Ouais, vous êtes hyper heureux comme ça, ce serait la cerise sur le gâteau, mais vous avez votre équilibre, vous êtes heureux. C'est ça, tu dis ce serait magique, ce serait vraiment magique. Là, j'aurais l'impression de pouvoir me permettre de guérir de plein de choses, que sans ça, j'ai toujours un peu l'impression que j'y arriverais pas, tu vois. Mais c'est pas grave. On n'a pas l'opportunité de vivre exactement toujours tout ce que l'on veut vivre et on a ça et on est tellement bénis parce que elle est en bonne santé et que on est heureux et qu'on s'entend bien et qu'elle est heureuse d'être dans une famille recomposée et que c'est la famille de mon mari nous a acceptés mais à bras ouverts. Ils sont en partie d'origine palestinienne et donc la famille pour eux c'est extrêmement important et c'est magique. C'est magique la façon qu'ils ont accepté ma fille comme leur petite fille sans poser de questions. Ils la prennent en week-end ici, ils lui payent des leçons de piscine, et ils font de natation, ils font tout pour elle. Et c'est quelque chose qu'elle ne peut pas avoir autrement parce que mes parents ils sont en France et que mon ex-mari n'a pas réellement de famille et ma belle-mère n'a jamais réellement semblé très intéressée par sa petite fille, donc c'est merveilleux. C'est juste merveilleux, quoi. J'ai toujours eu des a priori sur les familles recomposées et je pense que c'est aussi parce que j'ai un background religieux quand même assez strict et tout, et que quand j'ai annoncé à ma sœur que j'allais divorcer, elle m'a dit, et je lui ai dit, je sais que c'est un peu contre ce dont en quoi tu crois. Elle me dit, non, elle me dit, tu peux être divorcée, tu peux juste pas te remarier. Et donc je pense que je suis un peu partie avec, tu vois, cette mentalité quand je me suis divorcée, que j'ai dit, clairement en fait c'est pas acceptable que je me remarie et que je me permette en fait de vivre une vie de famille heureuse. Et en fait si. Et en fait si. C'est-à-dire que c'est ta vie, tu fais tes propres règles et que si jamais tu te rends compte que tu t'as pas fait bien et que tu peux faire mieux, tu le fais. Ouais, c'est très beau ce que tu dis. Franchement, c'est chouette. Parce que même avec du coup des a priori un peu négatifs sur la famille recomposée, pas de modèle autour de toi d'après ce que je comprends et tout, et voilà, t'es hyper heureuse dans ce modèle-là. Et Ouais, et puis la liberté aussi, tu sais, d'avoir... il prend une charge mentale que je devais porter seule. Ça me décharge et ça me permet d'être une mère tellement plus présente. Et ma relation avec ma fille, depuis le moment où j'ai fait la décision de quitter son père, chaque chose nous a rapprochés. Chaque instant a fait en sorte que moi, c'était une décision consciente d'aller vers ce qui ferait en sorte que je serais
le plus proche de ma fille que possible et qu'elle serait le plus proche d'elle-même que possible. C'est un combat tous les jours et elle n'a pas fini de se développer, mais je pense que... Enfin, je suis fière de dire que j'ai fait les bonnes décisions. À mes yeux, j'ai fait les meilleures décisions. Et Charlie, il est hyper investi. Par exemple, il va logistiquement l'amener à l'école, il fait tout comme si c'était... Ouais, il n'y a pas de sujet... Carrément, dès le début, en fait, tu vois, il est extrêmement... il a beaucoup de cousins et il a eu une petite sœur quand il était... lui, il avait déjà 8-9 ans, donc il a quand même facile avec les enfants, mais dès le départ, en fait, c'était non, mais t'inquiète pas, reste couché aujourd'hui, c'est moi qui l'amène à l'école, je lui prépare son petit déjeuner, je l'habille, elle a 9 ans, elle s'habille toute seule, mais je veille à ce qu'elle s'habille parce qu'elle est encore capable de traîner dans un coin à jouer. Et non, elle a besoin d'aller là, j'y vais. C'est moi qui l'amène au docteur, mais la plupart du temps, il vient avec moi. C'est lui qui paye. C'est nous qui payons en fait l'école pour elle, la thérapie pour elle, les visites chez le médecin, sa nourriture, ses vêtements. Il est complètement investi. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Elle a besoin de quelque chose, il va le chercher. J'ai même pas le temps de dire « Attends, j'y vais », il va le chercher. Il y a même un moment où j'ai commencé à être un petit peu agacée parce que elle sentait pas bien la nuit. Elle toque à notre porte et tout, et au lieu de dire « Maman », elle me dit « Charlie, j'ai mal au ventre ». « What ? Pardon ?» Excuse-moi, je suis contente que ce soit pas moi que t'aies envie de réveiller, mais aussi je suis extrêmement offensée que t'aies pas envie de me réveiller, moi. Je suis un peu jalouse. C'est moi qui donne les médicaments. Ouais, mais c'est tellement chouette en vrai. Enfin, ça en dit long, quoi. C'est top, quoi. C'est énorme. Mais après, toi, probablement, t'as su aussi lui donner sa place, tu vois. Et c'est dur. C'est tellement dur. Honnêtement, les premiers mois, et même encore de temps en temps, tu vois, il faut que je me calme parce que il a tellement envie d'être impliqué. Et moi, j'ai tellement eu l'habitude de faire les décisions pour 2 adultes et pour tout. Enfin, c'était moi qui étais décisionnaire pour tout et là, je me dis, bah mince, en fait, je me retrouve à devoir laisser un petit peu Charlie prendre en charge ma fille parce qu'il veut le faire et que pourquoi pas. Mais t'as eu du mal, en tout cas, ça a été dur un peu pour toi et ça allait encore, aujourd'hui. Ouais, ça va mieux, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre, tu vois, parce que quand au début, les premiers mois, quand on s'est mis ensemble et qu'il s'est installé chez nous, elle ne voulait être qu'avec lui et je commençais à être jalouse en fait. Je me suis dit au bout d'un moment, là je veux bien, je t'apporte un parent qui est juste parfait, mais aime-moi. Ne dis pas que moi maintenant je vais pas être à la hauteur, tu vois. Donc, mais et puis après tu te rends compte qu'en fait, déjà on n'est pas fait pour faire l'éducation de nos enfants seuls. Je pense qu'on devrait avoir au moins une communauté de personnes si jamais on peut. Et c'est ce que j'ai essayé de créer aussi avant que je sois en relation avec Charlie. J'avais créé un écosystème que j'ai toujours en place où je me dis je vais mettre un maximum, tu sais, de personnes dans sa vie. Mes amis. Ouais, c'est ce qu'on dit, qu'il faut un village pour élever un enfant, normalement. Exactement. Je dis, j'ai pas de famille, j'ai pas de mari. Ok, c'est pas grave. J'ai des amis et on va faire en sorte, tu vois, de lui donner un maximum de personnes ressources. De personnes, de relations dans lesquelles elle peut se sentir en sécurité, dans lesquelles elle va pouvoir grandir et avec qui elle va pouvoir vivre des instants. Et j'étais prête à vivre ma vie comme ça, en fait. Et puis finalement, on est retourné sur quelque chose d'un petit peu plus standard, malgré le fait qu'on est 3 maintenant à être parents et qu'on s'entend pas. C'est spécial. La chose qui rend notre famille spéciale, c'est le fait qu'elle nous appartient et qu'elle est le reflet de qui on est. Et je pense que quand on est honnête avec qui on est et qu'on s'écoute et qu'on décide de faire le mieux pour nous-mêmes et aussi pour nos enfants, on va systématiquement tomber dans un modèle de famille qui est peut-être pas aux normes sociétaires, mais qui va ressembler à notre famille et qui va nous permettre d'élever nos enfants de la meilleure façon que possible. Et je pense qu'il y a eu beaucoup trop d'enfants qui ont été blessés en restant
parce que leurs parents ont décidé de rester, parce que c'était la norme, et parce que aussi c'est plus facile qu'on se le dise. À être à 2, tu quittes ton couple, ça peut vouloir dire que tu vas être seule à élever ton enfant Bien et t'en es sûr. peut-être pas capable, Et quoi. même financièrement, ça peut être Tout à compliqué. fait, Mmh mh. tout à fait, tout à fait. Mais donc bon, je pense que c'est aussi pour ça que du coup, moi, je veux élever ma fille avec vraiment cette perspective de faut que tu sois connecté avec qui tu es Mmh. dès le départ, que tu sois t'es pas obligé d'être sûr de toi et de qui tu es, mais tant que tu fais pas quelque chose que tu sais qui va à l'encontre et que tu Mmh. fais pas les choses parce qu'on t'a dit de les faire, réfléchis-y avant. Réfléchis avant de t'engager dans quoi que ce soit. Et j'espère que ma fille grandira avec une intelligence émotionnelle que moi j'avais pas, et qu'elle ne reproduira pas le même schéma, et qu'elle pourra se permettre, tu sais, de vivre sa best life. Parce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants. Bien sûr, ouais. Mmh. Bah, c'est super Sandria, franchement merci beaucoup. Est-ce que tu vois des choses que tu as envie d'ajouter? Merci Elise. Non, moi, c'est un sujet sur lequel moi je pourrais parler pendant des heures. Donc, Mais moi aussi, hein. C'est un sujet, je trouve, tellement passionnant et en effet sur lequel il y a tellement à dire. Enfin, c'est un parcours de vie avec, oui, une séparation et après ce que t'en fais derrière, la manière dont tu recomposes et tout. Enfin, c'est un sujet passionnant, c'est clair. ouais, et puis c'est tellement inspirant en fait de pouvoir Mmh. voir qu'il y a d'autres femmes, d'autres hommes qui décident de faire des décisions radicales qui vont complètement à l'encontre de ce que l'on a toujours imaginé être correct, et qui s'en sortent bien. Ça fait du bien. Complètement. Et on a besoin d'avoir un maximum de positif dans ce monde. Mais complètement, c'est vraiment pour ça moi que j'ai créé le podcast. Je trouve que c'est hyper important parce que moi quand je me suis retrouvée dans cette situation-là de divorce, en effet, enfin ce que tu disais au début, on a l'impression que c'est un échec total quand on n'a pas de modèle autour de soi, quand les modèles qu'on a autour de soi sont des gens mariés depuis des années et qu'on est là-dedans. On sait pas du tout comment peut être l'après, ce qu'il peut y avoir, et je trouve que c'est hyper important de diffuser la parole autour de ça, de voir qu'on est loin d'être seul. Pourtant ça on le sait au niveau des chiffres, mais d'entendre en fait réellement les histoires derrière, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on en a fait derrière, et toutes les possibilités en effet de bonheur en fait qu'il peut y avoir derrière une séparation qui est au départ vue comme un échec et comme quelque chose de super dur, mais ce qu'on peut en faire derrière et qu'on n'est pas seul. Et je pense que voilà, une histoire comme la tienne, elle est hyper inspirante. Je suis sûre qu'elle va donner, tu vois, du courage et de l'espoir à des personnes qui sont en train de se séparer en fait, ou qui sont en train de se poser les questions, qui sont malheureux en couple, tu vois, mais qui sont dans ce moment-là où justement, comme on disait, tu te dis mais est-ce que je vais au bout, est-ce que je reste pour les enfants, comment je vais me débrouiller derrière et financièrement. Et en effet, si je vais me retrouver tout seul. Et ouais, c'est hyper important de montrer des modèles, en fait, et de pouvoir se projeter. Carrément. Moi, c'est ce que je faisais aussi. Hein. J'écoutais des histoires d'autres femmes, je regardais d'autres vidéos et tout. J'étais tombée sur une thérapeute qui avait vécu un même schéma, ou pire en fait. Même pire, parce qu'elle avait aucun revenu ni quoi que ce soit. Moi, j'avais la chance d'avoir mon travail et de gagner quand même bien ma vie et de pouvoir, tu sais... balancer un petit peu des billets quand je voulais essayer de m'en débarrasser. On n'a pas tous cette possibilité-là, cette chance-là. Et j'avais une famille qui m'a beaucoup soutenue et qui directement, quand je leur ai annoncé, mes parents m'ont dit « mais tout ce que tu as besoin, au mieux qu'on peut, on sera là. On ne sera pas là parce que c'était Covid et que du coup ils étaient bloqués en France et moi aux États-Unis, mais j'ai eu beaucoup de soutien quand même, et je me rends compte que c'est pas donné à tout le monde, quoi. Et puis les modèles de nos parents, de couples mariés, tu sais, 20, 30, 40 ans, ouais, mais dans quelles circonstances et comment êtes-vous mariés et heureux, en fait? C'est complètement différent. Et Bien sûr. Et moi, je sais que j'avais peur, en fait, qu'on me dise « ouais, enfin, genre, meuf, arrête d'être aussi délicate, juste encaisse, tu sais, c'est comme ça, c'est un mariage, c'est comme ça, t'as fait un choix, t'as fait une décision. Un jour, t'as décidé de te marier avec cette personne-ci, sans forcément savoir que elle allait pas être du tout comme t'avais pensé. Mais en fait, maintenant, c'est fait, quoi. » Non. Mais je pense qu'il y a plein de personnes en effet qui sont dans ce truc-là, parce que le mariage il est un peu vu comme ça, tu sais, puis avec le truc pour le meilleur et pour le pire, enfin tout ce qu'on entend depuis toujours en fait, et tu te dis bon je suis mariée, où placer le curseur, quoi, à quel moment est-ce que je dois partir et à quel moment voilà, c'est comme ça fait partie du mariage, il y a des concessions, enfin c'est pas facile. Mais c'est quand on se rend compte que le meilleur et le pire, c'est pas la définition de ton pire et ton meilleur, c'est pas ça, hein. Donc
les vœux du mariage sont à redéfinir, je pense. Et nous, pour le coup, quand on s'est mariés, on a écrit nos propres vœux parce que les traditionnels ne nous convenaient pas du tout, quoi. J'espère juste, à chaque fois que je partage mon histoire, que ça va permettre à même rien qu'une personne de se rendre compte que on est auteur de nos vies et qu'on n'en a qu'une et qu'on n'a juste pas le temps de la gâcher. C'est trop précieux. Tellement. Après, ce qui est difficile, c'est toujours de savoir à quel moment, parce que quand tu quittes quelque chose, tu sais ce que tu quittes, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu auras derrière. Et donc, c'est ça qui est toujours difficile, enfin, qui est parfois difficile, je pense, c'est de te dire, est-ce que je pars, mais je ne sais pas ce que j'aurai derrière, est-ce que ce sera pire que ce que j'ai aujourd'hui, quoi. Ouais, mais je pense que c'est pour ça aussi que moi, je suis rentrée un peu dans cette quête de savoir ce qu'il y avait autre part, tu sais, parce que j'avais besoin d'être réconfortée que, ouais, il y avait meilleur. Parce qu'effectivement, quand tu vis avec quelque chose, tu le normalises et tu penses que c'est ça c'est normal et qu'il n'y a pas mieux qui t'attend ailleurs. Et moi, mon meilleur conseil, du coup, ce serait en fait, juste aventure-toi à essayer de voir si, justement, aventure-toi, ça pourrait dire même juste imagine-toi, en fait. Qu'est-ce que tu pourrais, dans quelle position est-ce que tu t'imagines dans 4 ans si tu fais cette décision? Et si jamais tu t'imagines comme ça, tu peux y arriver. Moi, je sais pas, c'est peut-être naïf de ma part, mais je pense que je suis partie toujours avec une idée très, très naïvement positive, me dire, quoi qu'il arrive, je vais m'en sortir. Non, mais t'as raison, c'est ce qui a fait ta force et qui t'a permis de faire ça. Donc c'est des beaux messages, je pense, que tu passes aujourd'hui et c'est super d'avoir pu avoir ton histoire comme ça. Donc sauf si tu vois des choses à ajouter, sinon on peut peut-être finir sur ces paroles hyper positives et encourageantes. Ouais, non, je pense que j'ai tout dit. Ouais, ok. Eh ben trop cool. Merci beaucoup Sandria. Merci Élise, merci de la plateforme que tu m'offres et du temps que tu m'apportes et de tout ce que tu fais pour chaque auditrice. Ben, merci beaucoup à toi, c'est chouette. Tu participes au truc en tout cas aujourd'hui en ayant confié ton histoire, donc merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je remercie encore infiniment Sandria d'être venue à mon micro pour nous confier son histoire. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode en cliquant sur le petit cœur juste là au-dessus. Vous pouvez aussi lui mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et même lui laisser un chouette avis sur Apple Podcast. Vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Eh bien, ces quelques petites actions prennent toutes une demi-seconde, ne coûtent absolument rien et pourtant elles aident beaucoup. Alors vraiment, n'hésitez pas. Merci infiniment. Le podcast a aussi maintenant un compte Tipeee. Si vous souhaitez le soutenir, cette fois financièrement en lui laissant un petit pourboire, quel qu'en soit le montant, c'est évidemment génial et ça participera à le faire perdurer encore et encore pour vous partager toutes ces histoires fantastiques de familles recomposées. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et let's go les Cool Step Families!